s'éventrer peut-être. Ouais. Alors, admettre. Ok. Il y a un bug d'affichage sur mon truc. Ah bah c'est bon, je vois tout et je peux... Alors, nommer co-animateur. Non, c'est bon. Ah, tu voyais déjà tout. Ok. Ouais. T'as la main encore? Bah, je pense que oui. Okay. Ouais. Co-hôte et hôte. Ça va être bon. Ça va. Bon, bah voilà. Bon, bah on est bon. Hein. On est prêt. Oh, il y a déjà des gens qui se mettent en salle d'attente. Je comprends. Ouais. Il y a quoi? Il y a des assos? Ah oui, bah, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait vous ne pouvez pas réduire l'une pendant que vous enregistrez. Okay. Non, mais dis-moi comme ça. Ouais, il y avait vraiment moite-moite, asso et collectivité, quelques partenaires. Il y a la région, il y a un parc naturel régional, des trucs comme ça. Mais c'est moite-moite association et collectivité. Service, mobilisation citoyenne, il y a des agricultures, plan climat. Ouais, c'est bien, ouais. Et des particuliers. Bizarre. Ah oui, j'ai merdé sur les inscriptions. Tu peux rendre les questions ville, organisation, structure obligatoire. Oui, moi, je les ai juste cochées, c'est pas obligatoire. Donc, il y en a pas qui n'ont pas rempli. Faudra que je le dise. T'as les deux options à cocher. J'ai pas. Ouais. Bon, je pense que je parle bien 35 minutes quand même. Hein. J'ai enlevé la belle école parce que sinon ça faisait trop long. Et voilà, j'ai hésité à enlever les budgets participatifs. Parce que j'ai l'impression que je parlais vite et d'être à 40 minutes, mais on va voir. Je sens que je cours contre la montre, peut-être que je dirais juste 2 mots. Oui. Après, ça peut être aussi des choses. On met dans le diapo plus tard. Oui, puis ça peut faire l'objet de questions. En fait. Oui, ce que je me suis dit aussi. C'est plus facile à caler. Oui, donc quand même, il y a les nombreux. Il y a les proposés beaucoup. Tu peux dire qu'il y a pas mal de choses qui sont présentes. Ouais. Qui pourront compléter ton propos. Ouais, c'est bien ça. Oui, j'hésitais à même, tu vois, plutôt, je savais pas, comme là, je mets les caméras, de dire aux gens de prendre, s'ils ont une question, de lever la main et qu'on leur donne la parole directe, pas attendre la fin, si c'est pour poser une question sur la première action. Tu risques de pas pouvoir pas réussir à aller jusqu'au bout.
coup, ça sert Ou à rien. alors, je sais pas si tu peux faire. Si je peux faire des séquences avec vu qu'il y a différents publics. Ben voilà. Mm. Mm. On va peut-être mettre nos structures dans le nom. Hein. Je vais te dire les communes, tu me dis si c'est dès qu'on est déjà dans le radar ou pas. Toulon, Roque d'Enterron, Miramas, Saint-Raphaël, TETR de Briançonnet, Alens, et voilà, en commune. Après, il y en a plein qui n'ont pas Roquefort-la-Bédoule, je pense que c'est une commune, mais je sais pas, elle n'a pas mis son poste. Ouais, bah, ils sont tous déjà dans donc MRE. Ah si, il y a service environnement de la mairie du Rayol-Canadel. Non, le Rayol, on est là. Ah, peut-être sur le thème ou sur le plastique, je sais pas. Voilà. LPO, MRE, CPI. Il y a la Vitem aussi dans les deux. Quelqu'un de mon homologue aire éducative du Bourgogne-Franche-Comté. En fait, ils peuvent écrire peut-être la question dans les questions-réponses et puis on donnera la parole. Oui. Plutôt que de lire leurs questions, je leur demanderai de l'exprimer à l'oral. Ouais, voilà. On est combien? 30? Et 40 inscrits. Il y aura peut-être 30 personnes connectées. C'est pas si mal. Ouais, moi, je peux admettre aussi. D'accord, oui, c'est pas mal comme ça si je commençais qu'il y a des retardataires. Du coup, je vais peut-être lever la main en fait, si je ne peux pas leur donner la possibilité de lever la main. Je cherche le téléphone.
Je vais les mettre tous. Du coup, tu as enlevé la possibilité. Ah ouais, tu as ton micro ouvert. Là, j'ai mon micro ouvert. Oui. Hop. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire 1 heure pour comprendre et agir qui vous est proposé par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. On va attendre encore quelques minutes le temps que tout le monde se connecte.
Bonjour à tous, on était en train de régler les derniers petits points techniques et accueillir tout le monde, mais on va pouvoir commencer pour pas perdre trop de temps. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire consacré à la mobilisation des acteurs dans la transition écologique. Il s'agit d'un deuxième rendez-vous d'une suite de webinaires, 1 heure pour comprendre et agir, qui est proposé par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Donc, je me présente, je suis Anna Lambert, chargée de mission mobilisation citoyenne et biodiversité à la RBE. Vous avez mes coordonnées pour rester en contact. Et donc, je vais tout de suite vous donner les petites règles que vous commencez à tous connaître force de pratiquer les webinaires. Merci de couper vos micros lorsque vous n'avez pas la parole. Pour poser une question, vous avez le petit module de chat qui doit s'afficher en bas de votre écran. Et au programme, je prévois de vous faire une présentation de 30 à 40 minutes avec un temps d'échange à la fin dédié à ce qu'on puisse échanger, partager sur la présentation d'aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de vous renommer avec votre nom, prénom et votre structure en faisant un clic droit sur votre contact. Ça me permettra de mieux vous identifier si vous avez des questions à poser dans la suite. Alors, c'est ce cycle de webinaire 1 heure pour comprendre et agir. L'objectif, c'est de toucher un public large en proposant des temps dédiés à des sujets ciblés de la transition écologique. On s'est fixé un rendez-vous fixe un mardi par mois sur ce créneau de 13 h à 14 h. Et c'est donc aujourd'hui le deuxième rendez-vous puisque le mois dernier, on a eu une présentation de Corinne Dragon qui anime l'Observatoire régional de la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous a fait une présentation des évolutions de la nature dans notre région. Donc, je vous invite, pour ceux qui avaient loupé ce rendez-vous, à le retrouver sur le site de la RBE. Et puis, plein d'événements à venir en mars sur l'éclairage public et la biodiversité, en avril sur les bâtiments et la biodiversité, en mai sur les toitures végétalisées et en juin sur comment diminuer le plastique grâce à la commande publique. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, je vais vous rappeler ce que c'est que l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. On est donc une agence publique qui est née il y a 40 ans, un syndicat mixte qui réunit la région, les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, les services de l'État, l'OFB, l'ADREAL, l'Agence de l'eau et l'ADEME. Et depuis 2019, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, les métropoles Nice-Côte d'Azur et Aix-Marseille-Provence nous ont rejoints. Et donc, notre mission est de mobiliser les acteurs et d'accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité, afin de réussir tous ensemble le pari de la transition écologique. On est donc une équipe de 38 agents et on travaille sur 4 grands champs d'intervention. Donc, accompagner les collectivités dans leur démarche via du conseil, de la formation, des labels qui couvrent une grande partie des thématiques du développement durable et de la transition écologique. On informe et on forme les acteurs aux enjeux de la biodiversité et de la transition au travers de dispositifs de sensibilisation, donc chemin de la biodiversité qui est plutôt tourné pour le grand public, les aires éducatives pour les scolaires et le Biodiv Tour qui est à venir, qui concernera davantage les élus et collectivités. On améliore et on valorise les connaissances sur l'environnement au travers de 3 observatoires régionaux que l'on anime, donc un sur la biodiversité, sur l'eau et les milieux aquatiques et sur l'éducation à l'environnement et au développement durable dont je vais pouvoir approfondir l'émission. Et enfin, on anime des réseaux de gestionnaires et de professionnels, donc le réseau des gestionnaires de milieux aquatiques et des gestionnaires d'espaces naturels, ainsi que 2 programmes de coopération, le Life Habitat Calanque et le programme Biodivalp. Voilà, en chiffres pour 2020, ça représente quand même 165 collectivités que l'on a pu accompagner, 108 collectivités ou territoires labellisés entre 2018 et 2020. On organise également de nombreux événements qui réunissent plus de 1000 participants en 2020. Et enfin, dans nos communautés métiers, plus de 3000 participants. Voilà pour nos belles réussites de 2020. Alors, au programme de cette heure pour comprendre et agir, donc, je vais vous présenter en quoi l'éducation à l'environnement est un levier indispensable pour mobiliser les acteurs dans la transition écologique. On va voir ensemble des pistes d'action qui permettent de mobiliser ces acteurs, donc des grands profils d'acteurs sur vos territoires. Donc, on va s'intéresser aux jeunes et aux scolaires, au grand public et aux familles, aux élus collectivités et enfin aux entreprises, commerçants ou producteurs. Et puis, je vous dirai 2 mots des partenaires qui peuvent vous accompagner en région dans vos démarches d'éducation à l'environnement et vous présenter l'Observatoire régional de l'éducation à l'environnement et au développement durable de notre région.
Alors, avant de vous parler de comment on peut mobiliser les acteurs, il faut qu'on sache sur quoi on peut agir et quels sont aujourd'hui les grands objectifs de la transition écologique. On a souvent tendance à cloisonner un petit peu les thématiques. On va regarder l'eau d'un côté, je vais prendre par exemple l'eau, on va regarder la biodiversité, le tri des déchets. Or, aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu à ce qu'on décloisonne ces thématiques et qu'on ait une approche du développement durable et de la transition écologique de façon vraiment transversale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente les nouveaux objectifs de la transition écologique et du développement durable qui ont été émis par l'ONU. Donc, il s'agit de 17 grands objectifs qui sont aujourd'hui la grande stratégie de l'État en matière de développement durable. Et ils ont été particulièrement conçus pour aborder le développement durable de façon transversale. Donc, si on prend l'exemple, là je vous ai sorti, si on prend l'exemple de l'objectif 6 qui concerne l'accès à l'eau propre et à l'assainissement, on peut, par exemple, lui trouver un écho dans l'objectif 11 qui concerne l'aménagement des villes durables, avec toutes les questions de problématiques de désimperméabilisation ou de gestion des eaux de pluie, par exemple. Ça peut très bien aussi être relié à l'objectif 10 qui cherche à améliorer les inégalités. Or, on sait que l'eau peut être un sujet de tension, voire de guerre entre certains pays. Donc, tous ces objectifs sont reliés les uns aux autres et c'est une bonne façon d'appréhender le développement durable et d'avancer tous ensemble dans la bonne direction. Donc, pour pouvoir agir, il va falloir évidemment mobiliser un ensemble d'acteurs. C'est même tous les acteurs qui doivent être concernés. Chacun à leur échelle peuvent agir et donc il s'agit bien de mobiliser l'ensemble, que ce soit le grand public, les scolaires, le milieu extra ou périscolaire, les élus et techniciens, les agents municipaux, les entreprises, les associations et bénévoles et tout un tas d'autres publics. D'ailleurs, je vous ai mis à droite un questionnaire de l'IFOP qui est sorti en 2019 qui demandait aux citoyens quels sont pour eux les acteurs qui seraient les plus à même d'agir efficacement pour l'environnement. Et on voit dans le total des citations que ce sont les citoyens qui arrivent en premier, mais néanmoins, les citoyens, l'État, les collectivités locales, les entreprises, les associations, l'Union européenne ou les médias sont tous identifiés comme des acteurs qui peuvent agir en faveur de l'environnement. Donc on se rend bien compte qu'on est tous mobilisés sur ces questions. D'ailleurs, 8 Français sur 10 se sont concernés par le développement durable et 50% d'entre eux se disent même prêts à aller plus loin. Donc, comment on peut agir? Quels sont les leviers là, pour cette mobilisation? On a vu qu'il fallait d'abord avoir une approche en transversalité de ces objectifs de développement durable et qu'ensuite, on va pouvoir utiliser des outils qui vont être adaptés en fonction des publics que l'on cherche à mobiliser. On cherche à opérer un changement de regard, un changement de pratique de nos modes de vie et de nos modes de vie. Donc, pour ça, on va utiliser des outils qui peuvent être des formations, des ateliers pédagogiques, des sorties naturalistes ou des conférences, en abordant avec des approches, qu'elles soient ludiques, sensorielles, scientifiques, artistiques ou même naturalistes. Et dans l'implication même des acteurs, on peut imaginer des degrés différents qui vont permettre de les rendre acteurs de ce changement. Donc ça peut aller de la simple information jusqu'à la concertation, voire de la co-construction. Et en ce sens, l'éducation à l'environnement est un véritable levier, c'est un outil indispensable pour cette transition écologique et cette mobilisation des acteurs au travers de ces grands objectifs-là que je vais vous développer. Le premier, c'est évidemment faire avancer la compréhension de chacun sur les enjeux environnementaux. C'est indispensable que tout le monde ait accès à l'information et à être sensibilisé sur ces questions pour agir en conscience. C'est susciter l'implication de chacun. C'est évidemment se réapproprier nos territoires, c'est apprendre à en connaître les richesses, les mécanismes, les usages, mais aussi retrouver une connexion à la nature, presque y trouver une approche émotionnelle, puisque c'est bien en se réappropriant nos territoires qu'on va avoir envie de les protéger. Et puis enfin, l'éducation à l'environnement, c'est aussi se doter de moyens d'agir pour préserver notre environnement. Et donc, je vais vous présenter des exemples d'actions qui peuvent mobiliser les acteurs. Alors, l'éducation à l'environnement en région, voilà, ça va être des grands chiffres que je vais vous présenter qui sont issus de l'Observatoire régional de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Ce sont des données qui nous sont remontées des acteurs de terrain qui portent des actions. Néanmoins, ce n'est pas du tout exhaustif. Voilà, ce sont les grandes tendances en région de ce que représente le secteur.
Et on peut voir déjà que c'est plus de 260 000 personnes qui bénéficient d'actions d'éducation à l'environnement chaque année. Ça représente plus de 3 600 actions ou encore 338 communes qui seraient bénéficiaires. On peut voir que selon les publics, on a 56% des actions qui sont à destination du grand public, contre 38% pour le scolaire. Comme je vous le disais, on va pouvoir adapter des types d'interventions selon les profils. Donc, pour les scolaires, on va privilégier des ateliers pédagogiques, des sorties de terrain ou des expositions, alors que, par exemple, pour les collectivités, entreprises privées et associations, les actions privilégiées sont des formations, des conférences ou des ateliers pédagogiques. On peut également extraire comme information importante les grandes thématiques abordées dans nos actions. C'est en premier lieu la biodiversité, ensuite l'eau et les milieux aquatiques, et en troisième place, l'agriculture et les jardins. Alors, on entre dans le sujet de comment on va mobiliser les acteurs. Donc, je vais essayer de vous donner des leviers, des outils et des pistes d'action. Mais le préalable à tout ça, c'est bien entendu de connaître et d'identifier les enjeux de la transition écologique et les enjeux spécifiques de vos territoires. Ensuite, ça va être d'élaborer une stratégie de communication sur ces enjeux, mais également de communiquer sur la politique qui est menée en matière environnementale sur la commune. Et je dirais même d'aller plus loin, c'est élaborer une stratégie d'éducation à l'environnement au regard de ces enjeux qui va être spécifique en fonction des publics. Donc c'est faire le choix également d'une approche en transversalité, que ce soit en interne dans les services de la commune, que ce soit en mobilisant un ensemble de partenaires qui soient économiques, gestionnaires d'espaces naturels, le grand public, mais également le grand public dans toute son intergénérationnalité, pour favoriser les échanges, des rencontres et créer des synergies pour avancer ensemble. Et puis, bien entendu, c'est travailler avec les partenaires locaux qui sont vraiment des relais pour vous accompagner, que ce soit les associations, les entreprises, les gestionnaires, et vraiment encourager des partenariats à long terme, puisqu'on sait bien que le temps du changement, le temps de la mobilisation, c'est un temps long, et donc il faut pouvoir rendre ces actions pérennes dans le temps. Alors, on en vient à des exemples d'actions selon les grands publics. Dans un premier temps, on va se questionner sur comment agir avec les jeunes et les scolaires. Donc on voit bien que l'implication des jeunes sur les problématiques environnementales, elle est de plus en plus forte. On le voit bien notamment sur les dernières expériences dans les marches du climat qui ont mobilisé de nombreux jeunes. Et c'est en effet extrêmement important de les former, de les outiller dès le plus jeune âge, parce que ce sera les éco-citoyens de demain. Et il faut en faire des citoyens éclairés sur ces questions-là pour qu'on puisse envisager de poursuivre nos efforts. Et donc, dans les leviers principaux, je dirais qu'il faut travailler en partenariat avec l'éducation nationale pour faire vraiment entrer les problématiques environnementales au sein de l'apprentissage pédagogique au sein de l'établissement scolaire. Et pour ça, on va non pas travailler uniquement avec les enfants, on va travailler avec l'ensemble de l'équipe pédagogique et tout le personnel scolaire. Donc ça va concerner des actions au sein de l'école, autour de la cantine, autour du périscolaire ou dans tout autre événement organisé par le territoire, par la commune, comme par exemple les fêtes de la nature, qui sont le bon moyen de mobiliser les jeunes sur ces thématiques. Je vous ai remis une carte de l'Observatoire de l'éducation à l'environnement qui vous montre un dégradé de couleurs du nombre de jeunes sensibilisés sur les problématiques environnementales. Alors encore une fois, ce ne sont que des tendances, mais ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de trous dans notre raquette et il y a encore des efforts à faire pour mobiliser les jeunes sur nos thématiques. Alors, première piste d'action que je voulais vous présenter, ce sont les aires marines et les aires terrestres éducatives. Il s'agit d'un dispositif national piloté par l'Office français de la biodiversité qui permet aux jeunes de devenir gestionnaires en herbe d'un espace naturel. Donc, en effet, une petite zone naturelle va être mise à disposition par la commune. Ça peut être un bout de littoral, ça peut être une prairie, ça peut même être une friche urbaine qui va être gérée de manière participative par des élèves de cycle 3 et cycle 4, donc du CM1 jusqu'à la 3e. Et là, les enfants vont vraiment être au cœur du projet, ce sont eux les acteurs de gestionnaires de leur site. Et pour cela, ils vont être appuyés tout au long de l'année par leurs enseignants, un acteur de l'éducation à l'environnement et au développement durable qui va pouvoir amener toute sa connaissance du territoire, son réseau de partenaires, et puis bien entendu la commune. Et ensemble, ils vont pouvoir, les enfants vont pouvoir mener un diagnostic écologique du site, mais aussi un diagnostic des usages qui sont faits de ce site. Est-ce qu'il y a des commerces, est-ce qu'il y a des entreprises, est-ce qu'il y a des gestionnaires d'espaces naturels pour
leur permettent d'avoir une compréhension de la complexité de ce que c'est que gérer un espace naturel et comment on peut, au travers de débats, de définitions d'enjeux, arriver à proposer des actions à l'image d'un véritable plan de gestion d'un espace naturel protégé. Alors, je vous mets des petites illustrations de ce que peuvent être les aires éducatives et puis à chaque fois vous voyez des exemples de structures d'éducation à l'environnement qui accompagnent ces projets en région. Alors ce dispositif, il va reposer sur 3 grands piliers que sont vivre, connaître et transmettre la mer ou la terre, selon qu'on choisit une aire marine ou une aire terrestre éducative. Vivre parce qu'ils vont découvrir leur territoire et les acteurs qui interagissent sur ce lieu. Connaître parce qu'ils ont l'objectif pour eux est d'acquérir de la connaissance sur la biodiversité, sur la gestion de l'environnement, mais également sur le patrimoine culturel qui anime ce site, et transmettre tout ce que les enfants auront acquéri comme connaissance. Ils vont pouvoir le transmettre d'une année sur l'autre, puisque le dispositif a pour vocation à durer dans le temps et que chaque année, les enfants passent le relais à une autre classe. Donc le dispositif possède une méthodologie assez innovante qui développe l'éco-citoyenneté au travers de nombreux conseils des élèves. Les conseils des élèves sont des instances de débat et de prise de décision qui vont ponctuer l'année et qui permettent aux enfants de débattre et de prendre des décisions sur l'avenir de leur aire et ce qu'ils souhaitent déployer comme action. Ils vont être amenés également à se réapproprier leur territoire. C'est souvent des sites qu'ils connaissent, qui sont à proximité de leur école, mais qui n'ont pas du tout l'habitude de regarder sous l'angle de la biodiversité. Ça va vraiment permettre de changer leur regard et de leur donner envie de le protéger. La méthodologie permet également de favoriser le dialogue entre les enfants, les acteurs locaux et leurs familles, ainsi que la commune, puisque ces fameux conseils des enfants peuvent être élargis à des acteurs partenaires, des acteurs qui interagissent avec le site, auprès de qui les enfants vont pouvoir faire part de toutes leurs observations et leurs propositions d'action et recueillir l'avis de ces partenaires locaux, mais également des interventions, par exemple, techniques pour les aider à réaliser leurs actions. Et puis enfin, ça permet aux élèves et à la commune d'être récompensés au travers du label Aire marine ou Aire terrestre éducative. Donc, si vous avez envie de vous lancer, sachez qu'il y a des campagnes d'inscription annuelles qui ont lieu entre avril et juin. Donc, voilà, vous pouvez envoyer votre dossier. Un binôme enseignant-acteur de l'éducation à l'environnement peut déposer un dossier. En région, on a la chance de bénéficier du groupe régional des aires éducatives qui est animé par la RBE et qui est composé de la région, de l'OFB, de l'État et des 2 académies qui évaluent et récompensent le travail mené chaque année en cohérence avec le label. Voilà, sachez qu'aujourd'hui, il y a déjà 45 aires éducatives en région. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me recontacter à l'issue du webinaire. Voilà pour ces aires éducatives. Une autre piste d'action dont on pourrait parler, ce sont les conseils municipaux des jeunes, qui sont vraiment des instances qui permettent d'impliquer les jeunes dans la vie locale, de développer la citoyenneté en leur faisant découvrir l'exercice de la démocratie, comment fonctionne une commune, quels sont ses champs d'intervention. Et c'est bien entendu, encore une fois, être à l'écoute des citoyens de demain, tenir compte de leurs propositions et de leur avis. Donc, juste pour rappel, la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté qui date de 2017 incite vraiment la participation des jeunes à la vie locale et régionale. Donc, pareil, si vous souhaitez créer un conseil municipal des jeunes sur votre commune, les grandes étapes clés, c'est tout d'abord de fixer les instances que vous souhaitez donner à les attentes que vous souhaitez donner à cette instance. Donc, est-ce qu'on parle de simple consultation ou est-ce qu'on va au-delà avec de la co-construction ? Est-ce qu'il y a un budget spécifique qui est dédié à ce conseil municipal ? C'est des questions qu'il faut se poser en amont en cohérence avec les politiques menées par la commune. Ensuite, vous pourrez adopter la délibération au conseil municipal et puis tout au long de l'année, être accompagné par des partenaires, des associations, centres de loisirs, maisons des jeunes qui peuvent vous aider. Alors, à titre d'exemple, j'ai eu la chance de participer très, très récemment à la COP Jeunesse organisée par le département des Bouches-du-Rhône qui se fait accompagner par les petits débrouillards et dont les propositions vont pouvoir alimenter les accords de Provence des jeunes. Donc, une très belle expérience. Et puis, on peut prendre aussi l'exemple du Grand Avignon qui soutient le déploiement de conseils municipaux des jeunes sur les communes de son territoire grâce à l'association Latitude qui les accompagne. Et puis en bas, là, si vous voulez trouver un guide pour vous aider à monter un conseil municipal des jeunes, il sera en ressources dans le diaporama.
Alors, maintenant, un autre public important à mobiliser, ce sont le grand public et les familles. Comment on peut agir avec eux? Alors, tout d'abord, c'est sensibiliser et former la population à ces grands enjeux sur le territoire. C'est être à l'écoute des habitants dans leur façon de consommer, dans le travail, dans leurs déplacements, où ils en sont dans leur cycle, dans leur tranche d'âge. Est-ce qu'ils sont en train de vivre une parentalité dans l'objectif de proposer des moyens d'agir spécifiques et adaptés à ces personnes. Et puis évidemment, c'est impliquer les habitants dans les processus de prise de décision de la commune. Donc encore une fois, ça peut aller de la simple information jusqu'à de la co-construction. Donc pour illustrer tout ça, je vais vous parler de plusieurs pistes d'action. Alors en premier, les sciences participatives, le climaton, les budgets participatifs et les défis familiers. Alors, les sciences participatives, je vous rappelle les deux grands enjeux de ce type d'action. C'est tout d'abord sensibiliser les citoyens à la biodiversité et l'environnement en passant par l'action, mais c'est également acquérir des données naturalistes qui vont permettre de profiter au suivi biodiversité qui sont faits, mais de façon massive et territorialisée, quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir sans la mobilisation de tous ces citoyens. Alors, quelques exemples de programmes qui sont plutôt nationaux sur la gauche et plutôt régionaux sur la droite. Donc, on a Sauvage de Maru qui s'intéresse à la végétalisation urbaine. On a Viginature qui propose tout un tas de programmes pour lesquels ils vont adapter les protocoles selon qu'on s'adresse à des scolaires, des agriculteurs, du grand public. Spipol pour les suivis des insectes pollinisateurs. INPN Espèces, je vous l'ai mis, c'est plutôt une application qui vous permet de saisir les données que vous observez en balade dans votre jardin, etc. et qui vous permettent de faire valider vos observations par des experts. De la même manière, au niveau régional, la LPO anime FaunPaca, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez saisir vos données concernant la biodiversité en région. La LPO anime elle-même de nombreux programmes de sciences participatives de façon saisonnière, notamment sur les papillons et les oiseaux. On a également un programme de l'Union nationale des CPIE qui s'intéresse aux amphibiens et aux reptiles. Et puis on peut encore citer l'Observatoire des saisons de Provence ou Biolite qui s'intéresse à la biodiversité du littoral. Donc, de nombreuses structures animent les programmes en région. Là, j'ai cité la LPO, il y a le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les CPIE, les petits débrouillards, le Naturoscope. Voilà, et plein d'autres structures peuvent vous accompagner sur ces sciences participatives. Et ces programmes peuvent intégrer un volet mobilisation citoyenne dans le cadre d'un atlas de la biodiversité communale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil que peuvent mobiliser les communes pour réaliser un inventaire assez exhaustif de la biodiversité de leur territoire, mais dans l'optique non pas juste de faire un inventaire, mais d'en faire ressortir les grandes richesses, mais aussi les enjeux, et de pouvoir l'intégrer comme un outil de décision, d'aide à la décision dans leurs futurs aménagements. Donc, cet atlas de la biodiversité communale comporte un volet sensibilisation, diffusion de ces informations dans lequel peuvent très bien s'intégrer les sciences participatives. Donc, pour ceux qui sont intéressés, sachez que l'appel à projet de l'Office français de la biodiversité, qui peut en partie financer ces projets, est encore ouvert. Les candidatures courent jusqu'au 15 mars. Donc voilà pour ces sciences participatives. Et une autre piste d'action que je voulais vous présenter, c'est le climaton. Alors, le climaton, c'est un événement international qui va mobiliser pendant 24 heures le grand public et la société civile afin de proposer ensemble, de brainstormer tous ensemble pendant 24 heures et proposer des actions en faveur du climat. Donc, une semaine par an, partout dans le monde, de 18h à 18h, il y a des équipes de citoyens qui travaillent sur des thématiques particulières qui ont été proposées par les communes au regard de leurs enjeux locaux. Et donc, au travers de formations et de groupes de travail, ils vont être amenés à proposer des actions opérationnelles pour lesquelles la commune s'engage à soutenir, du moins techniquement, les initiatives. Donc, le grand avantage, c'est que les projets qui vont émerger seront adaptés au territoire et que les citoyens, comme ils sont impliqués dans leur mise en œuvre, on a vraiment une pérennisation de ces actions dans le temps. Et c'est quelque chose de très positif. Et pour vous donner un exemple, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a Cannes qui est pionnière sur ce dispositif, qui le mène depuis plusieurs années, notamment grâce au CPIE des îles de Lérins. Mais on a un projet qui est en train de se monter sur Marseille, grâce à l'ONG Action Méditerranée.
Voilà pour le climaton. Ensuite, je voulais vous dire 2 mots des budgets participatifs. Donc, ce sont des budgets spécifiques alloués par la commune à des projets qui peuvent être citoyens, individuels ou collectifs et qui visent à améliorer le cadre de vie, l'environnement ou le bien vivre ensemble sur la commune. L'intérêt, c'est que les projets sont proposés par les citoyens, soumis au vote des citoyens. Donc, on fait là l'exercice de la démocratie participative. Et dans ces projets-là, la commune s'engage à accompagner la rédaction de ces actions et à les réaliser avec l'aide des services de la commune ou de partenaires. Et très rapidement, pour vous inspirer, Avignon l'a mis en place, le Pradé aussi, les Pennes Mirabeau ou encore Aix-en-Provence. Et enfin, comme dernière piste d'action avec le grand public, on peut parler des défis familles, dont l'objectif est d'accompagner ces familles dans une démarche plus responsable grâce à la participation de la collectivité et des associations qui peuvent les accompagner. Donc, j'ai choisi de vous parler du défi Déclic, qui est le défi citoyen locaux d'implication pour le climat, qui remplace aujourd'hui les défis famille à énergie positive, qui sont animés au niveau national par le réseau de la transition énergétique. Et en ce moment, sur le territoire des Hautes-Alpes, le CPE Hauts-de-Durance peut accompagner les familles qui le souhaitent. On peut également parler du Famille Zéro Déchet, où là, de nombreuses structures sont à vos côtés pour mener ce genre de défis sur vos territoires. Donc, j'espère plutôt dans les Alpes de Haute-Provence. On a l'ADMR sur Miramas, Zero Waste Provence qui accompagne sur le Pays d'Aix, et sur Cannes et les Reims, Méditerranée 2000 ou encore le CPE des îles de les Reims. Et enfin, un troisième défi possible qui concerne plutôt l'alimentation, donc les familles à alimentation positive, où pour le coup est un peu plus récent. Les premières campagnes courent sur 2020-2021 et donc en fonction de vos territoires, vous pouvez encore vous mobiliser. Donc au Maquis, le PNR du Luberon pour le Luberon pour vous accompagner. J'espère sur le territoire Durance-Provence, Agri-Bio-Var pour la Provence verte, CPE Hauts-de-Durance sur le Briançonnais et GEDAR pour les Préalpes d'Azur. Alors, on a fini de regarder comment on pouvait mobiliser le grand public et les familles. On va maintenant s'intéresser à comment on peut mobiliser les élus et techniciens des collectivités. Et donc, en préalable, c'est d'abord leur montrer comment les problématiques environnementales peuvent vraiment s'intégrer dans les compétences de la collectivité et les intercommunalités, alors même qu'elles ne traitent pas directement d'environnement. C'est faire le choix dans leurs compétences autour des PLU, de la voirie, de la GEMAPI, PCAET ou encore de la restauration collective, d'intégrer des démarches plus responsables. C'est leur montrer des exemples de réussite, montrer des communes qui ont mis en place des actions qui ont fonctionné, donc faire appel aux témoignages des pairs ou des visites de terrain qui vont vraiment donner l'exemple de ce qu'il est possible de faire. C'est favoriser encore une fois l'approche transversale au sein des équipes municipales et puis accompagner les démarches de progrès et valoriser les initiatives exemplaires. Donc, en piste d'action, sachez que sur le territoire régional, il y a de nombreuses structures qui proposent des formations envers les collectivités, que ce soit sur le développement durable ou la biodiversité, l'éco-responsabilité. Donc, nous en proposons à la RBE notamment 2 accompagnements collectifs sur la gestion de l'eau, la gestion intégrée de l'eau et sur la restauration collective durable. La LPO propose des formations sur la biodiversité, les CPE aussi, la Maison régionale de l'eau, voilà, le CRES sur la santé, la DEE sur les démarches internes de développement durable. On peut également accompagner les démarches de progrès des collectivités. Et là, je voulais vous parler de 2 labels que l'on anime à la RBE, le label Territoire durable COP d'avance, qui récompense les actions réalisées dans la transition écologique et énergétique, ou encore la reconnaissance Territoire engagé pour la nature, qui va valoriser les démarches d'engagement en faveur de la biodiversité. Et ce qu'il faut vraiment comprendre dans ces 2 labels, c'est qu'ils vont mobiliser l'ensemble de la commune, l'ensemble des services municipaux, avec pour objectif de départ de faire un diagnostic de ce que la commune porte, ce qu'elle pourrait porter, quels sont ses leviers et ses freins, dans le but de les accompagner vers une démarche de progrès. On peut également citer la charte zéro déchet plastique qui encourage les collectivités, les partenaires, les établissements scolaires et les entreprises à mettre en œuvre des actions pour limiter les pollutions plastiques. Et enfin, pour valoriser les pionniers, on conseille d'organiser des échanges et rencontres entre collectivités novices et collectivités déjà engagées dans une démarche. Et à venir, le Biodiff Tour, qui sera un programme de visite de terrain
des initiatives exemplaires de transition écologique sur notre territoire. Donc voilà, un programme à venir qui sera animé par la RBE. Et enfin, notre dernier groupe d'acteurs ciblés, ce serait comment agir avec les commerçants, les entreprises, les producteurs. Là, les leviers sont évidemment d'encourager les commerces et productions locales, encore une fois, de valoriser les innovations qui sont faites sur nos territoires pour montrer que c'est possible de faire autrement et de mettre en contact ces porteurs d'initiatives pour créer de nouvelles synergies. Et je voulais vous parler du label Commerce Engagé, qui est un label créé par Écosciences Provence, qui va accompagner les producteurs, les restaurateurs, les commerçants et les collectivités vers une réduction des déchets, une gestion durable des ressources, la commercialisation de produits locaux, la prise en compte écologique et sociale de l'activité, et les valoriser au travers du label Commerce Engagé. Et à titre d'exemple, Miramas accompagne ces entreprises sur le territoire, la communauté de communes Cœur du Var aussi, le Pays d'Aix également, notamment avec la participation du CPIE Pays d'Aix. Voilà, on a fait le tour des pistes d'action que je voulais vous présenter. Maintenant, il s'agit de vous montrer le panel des acteurs de l'éducation à l'environnement qui, en local, peuvent vous accompagner. Donc, ce sont tout d'abord les partenaires institutionnels qui soutiennent les actions à l'échelle régionale, donc l'ADREAL, l'Agence de l'eau, l'OFB, la région, l'ADEME, la RBE. Ce sont également et évidemment les structures en local qui déploient des actions, que ce soit les réseaux régionaux d'associations et les centres de ressources que je vous cite ici. Donc, en réseau régional, je pense au GREN PACA, France Nature Environnement, à l'Union régionale des CPIE, Éducal ou le réseau maire. Et dans les centres de ressources, on a le CRES sur les thématiques de la santé, la Maison régionale de l'eau, Atmosud pour la qualité de l'air, la LPO sur la biodiversité et Volubilis sur les paysages. On peut également compter sur des gestionnaires d'espaces naturels, des collectivités et EPCI comme les métropoles qui portent des actions en propre. Et évidemment, c'est le niveau local qui nous intéresse. Et là, on estime qu'il existe près de 200 à 250 structures d'éducation à l'environnement sur notre territoire. Et on ne les identifie pas toutes encore. C'est pourquoi je voulais vous parler de l'Observatoire régional de l'éducation à l'environnement et au développement durable, qui est un outil qui permet d'identifier des acteurs près de chez vous, de valoriser les structures et leurs actions et de créer des dynamiques sur les territoires. On vous invite à rejoindre l'Observatoire si vous portez des actions et à aller faire un tour sur le site qui est en construction. Donc, c'est un outil, l'Observatoire, au service des collectivités, acteurs de l'EDD, enseignants, qui souhaitent développer des actions en matière de transition écologique, et donc qui va proposer une plateforme Internet qui permet de faire des recherches au travers d'un panorama des acteurs. Vous pourrez trouver des acteurs de l'EDD, qu'ils soient associatifs, collectivités et gestionnaires d'espaces naturels, qui portent des actions parfois inspirantes à découvrir que vous pourrez essaimer sur vos territoires. C'est retrouver des actualités, appels à projets sur l'éducation à l'environnement. Et puis sa grande mission est également de produire des études et analyses sur les grandes tendances de l'EDD en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc à l'image du dernier bilan 2018 duquel je vous ai extrait les chiffres et les cartes que je vous ai présentées. Et puis à venir très prochainement la publication d'une analyse de l'enquête sur l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de l'EDD. Voilà, donc venez visiter le site de l'Observatoire sur le site de l'Arbre. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Ça fait déjà longtemps que je parle. Je vais laisser la place aux questions. Je voulais juste rappeler les prochains événements. Donc, à venir le 23 mars, mardi 23 mars, de 13h à 14h, un webinaire sur l'éclairage public et la biodiversité qui vous sera proposé par le CEREMA et la RBE. Donc, le lien d'inscription est déjà en ligne sur notre site, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je vais lire les questions parce que je ne les avais pas sous les yeux. Alors, bonjour. Avez-vous connaissance des aides financières pour la mise en œuvre de projets de sciences participatives hors Atlas communal ? Je pense que les communes peuvent vous aider à financer des prestations d'acteurs de l'éducation à l'environnement qui peuvent mener des programmes de sciences participatives. Sinon, peut-être au niveau départemental aussi. Sinon, on peut faire appel à la communauté. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de structures qui portent des programmes, qui peuvent répondre. Il y a de nombreuses collectivités qui sont connectées, mais aussi des associations. Donc, n'hésitez pas. Là, on peut débrancher nos micros et se mettre
en format de discussion pour alimenter tous nos questions. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez poser une question, soit à l'écrire dans le chat ou là, à prendre la parole si vous souhaitez exprimer votre question à l'oral. On a du temps pour répondre aux questions. Donc, c'était peut-être dense ma présentation. Merci pour vos commentaires dans le chat. Peut-être que ça peut être en sens inverse aussi, hein, en tant que porteur d'action d'éducation à l'environnement. Si vous avez envie de compléter les propositions d'action qui ont été faites par le grand public, n'hésitez pas à nous donner là aujourd'hui votre témoignage, ça pourrait servir à tout le monde. Ou des leviers d'ailleurs que vous avez expérimentés pour mobiliser tel ou tel public, ça pourrait être un retour d'expérience intéressant. Si vous n'avez pas de questions, on va finir par... Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Donc, je me permettais juste de vous poser une question. Je ne sais pas si vous pourrez m'apporter une réponse. J'ai le souvenir que lorsque j'étais plutôt enfant, on avait régulièrement chaque année, en fait, on pouvait bénéficier d'une sortie scolaire ou de séjours un petit peu plus longs pour faire tout ce qui est éducation justement à l'environnement ou présentation du territoire au niveau culturel. Voilà, faire des approches un peu plus de terrain. Et j'ai le sentiment que c'est de moins en moins le cas. Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de volonté au niveau de l'éducation nationale? Est-ce que vous, au niveau de la RBE, vous avez des informations à ce sujet pour savoir comment éventuellement remettre en place ce type d'action auprès du public scolaire? Merci. Oui, c'est vrai que ces dernières années, l'organisation de ces sorties scolaires est devenue plus compliquée. C'est, je crois, il me semble, une question administrative aussi interne à l'éducation nationale. C'est de plus en plus difficile d'organiser ce genre de sorties sur le long terme. Je suis d'accord avec vous, c'est assez dommage. Nous, à la RBE, on ne peut pas porter ce genre on n'aide pas ce genre d'action, mais c'est des choses qu'on peut faire quand même remonter, je pense, à nos partenaires au sein de l'éducation nationale. Après, il va y avoir des partenariats quand même qui existent entre des territoires et des gestionnaires d'espaces naturels qui accueillent les enfants sur une journée, 2 ou voire une semaine. Ça facilite parce qu'ils ont les moyens d'animer ce temps pédagogique autour de l'espace naturel. Donc les communes qui sont sur ces espaces privilégiés ont en effet de la chance, mais ce n'est pas le cas de tous les territoires. Oui, c'est notamment le cas avec les aires marines éducatives. Voilà, par exemple. Qui favorisent un peu ces sorties terrain. Et c'est vrai qu'effectivement, sur la commune de Marseille, j'ai connaissance d'une école qui en bénéficie, mais c'est sur une classe, sur tout le cursus scolaire. Et oui. Du coup, c'est limitant quand même en termes d'expérience. Oui. Merci en tout cas pour votre réponse. Alors, il y a une réponse. Alors, tout à fait, la logistique des déplacements, le plan Vigipirate, les besoins en accompagnateur, etc., ont beaucoup compliqué l'organisation de sortie. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez compléter votre réponse, Magali Girard, ou est-ce que vous voulez allumer votre micro pour nous expliquer C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Là, actuellement, le contexte est quand même particulièrement difficile pour mener des sorties nature avec les scolaires à cause à la fois du plan Vigipirate, mais aussi évidemment du Covid. Mais si vous souhaitez prendre la parole pour compléter, Magali, n'hésitez pas.
J'ai effectivement même pas mentionné les problèmes sanitaires qu'on a actuellement. C'est effectivement extrêmement compliqué et c'est pas faute de souhaiter organiser des déplacements et des sorties. Dans la commune où je travaille, qui est la Roque d'Enterron, c'est surtout la MDE, donc la maison de l'enfance, qui s'occupe d'organiser les sorties parce qu'au niveau de l'école, c'est trop complexe. Et Et la oui. MDE ayant plus d'animateurs et généralement moins d'enfants à gérer, c'est plus simple à organiser. Oui, merci pour ces précisions. Il me semble que là, avec le contexte sanitaire, on attend beaucoup des inspecteurs d'académie pour donner ou pas son feu vert pour les sorties scolaires. Donc, c'est évidemment très compliqué en ce moment. Et de la même façon, les éléments que vous avez abordés, les réunions, il y a énormément de choses très intéressantes à faire, mais en ce moment, c'est extrêmement compliqué et du coup, c'est limitant parce qu'on est motivé pour organiser des choses et finalement, on se retrouve à devoir désorganiser au dernier moment. On est en train de travailler sur la création de jardins partagés. Donc, je travaille sur une réunion d'information qui devrait avoir lieu dans un mois, sauf qu'on suit au jour le jour ce que peut dire à la fois les médias et la préfecture, mais on est sûr de rien, donc c'est compliqué d'organiser toute la communication, de mobiliser les gens pour finalement annuler au dernier moment. Ah oui, complètement. Ben, en tout cas, au travers de l'Observatoire régional de l'éducation et de l'environnement, là, j'en ai dit deux mots. On a mené une enquête auprès des acteurs de l'EEDD pour savoir comment la crise sanitaire les avait impactés, ce qu'ils souhaitaient pouvoir faire remonter aux collectivités locales ou aux services de l'État ou en région pour les aider à redéployer ou à réorienter leur activité pour pas que tout s'arrête non plus, parce qu'en effet, les enfants aujourd'hui peuvent pas aller sur le terrain, mais il faut voir comment on peut adapter de nouveaux supports pédagogiques pour le faire, pour l'adapter voilà, au monde virtuel ou à des présentations en distance. Donc voilà, je vous invite, l'enquête va sortir très prochainement. Elle apporte aussi des pistes et puis c'est quelque chose qu'on souhaite pouvoir faire remonter au niveau de nos partenaires institutionnels en région, pour qu'ils prennent connaissance aussi de ce que traverse le secteur de l'éducation et de l'environnement en ce moment. Oui, bonjour. Oui. J'ai utilisé lever la main, mais apparemment, Ah pardon, j'ai pas vu. c'est pas grave. Voilà, il y a cet outil-là aussi, donc je me permets de prendre la parole pour compléter. En fait, je suis Catherine Nicolas, je travaille à la Maison régionale de l'eau, Ouais. et c'est pour compléter les éléments de réponse à Laura par rapport à ces sorties et enfin, des sorties, ça peut être sur une journée ou sur plusieurs jours notamment. Alors complètement en dehors du contexte actuel qui forcément, voilà, change toute la donne. Déjà avant. Il y avait effectivement plus de soucis pour réaliser pas tellement des sorties à la journée, ça se fait encore beaucoup, et parce que justement d'un point de vue administratif, au niveau éducation nationale, il n'y a pas nécessairement besoin de l'accord de l'inspecteur, de tout un tas de démarches et de dossiers à monter. Donc des sorties à la journée, ça se fait encore beaucoup. Par contre, tout ce qui est classe nature, classe environnement, les séjours un petit peu comme ça, plus longs, ça, effectivement, d'un point de vue administratif, au niveau de l'éducation nationale, c'est lourd à développer, à porter, mais au-delà de ça, c'est aussi financièrement, c'est que c'est un budget certain, à la fois pour les élèves, puisqu'il faut payer l'hébergement, la pension complète, et l'éducation nationale, sur ce point-là, impose un montant à ne pas dépasser, de participation des familles, ce qui est logique pour que ça puisse être ouvert à tous, mais ce montant n'est pas très élevé, ce qui fait que rien que les hébergements qui peuvent se permettre d'être à ce coût-là, il n'y en a plus tant que ça aujourd'hui, et que toute la partie contenu, animation, intervention pédagogique qui sont apportées par les structures de DD ou autres, des activités aussi qui peuvent être complémentaires, sportives, culturelles, ça c'est un coût en plus pour la classe. Et il faut trouver les financements. Et aujourd'hui, donc, les enseignants ont beaucoup de mal à trouver ces financements. Et les acteurs de ce type d'accompagnement. Ces acteurs ont aussi, malheureusement, il y a des subventions en fait qui ne sont plus allouées aujourd'hui. La plupart des collectivités ne financent plus ce type de programme pédagogique en fait. Donc tout ça fait que ça devient très compliqué. Ouais, merci pour cet éclairage, ces précisions. Oui, en effet,
Alors, on a une autre main levée, Nathalie Paul. Est-ce que vous voulez rallumer le micro pour… Oui, bonjour, bonjour à tous. Deux parties dans mon intervention. En fait, c'était une partie information et une partie question par rapport à la RBE. Donc, en fait, je me présente, Nathalie Paul. J'étais élue au précédent mandat et j'avais fait la formation élue ambassadeur territoire et biodiversité, donc en novembre 2018. On n'était pas nombreux, hein, ça, vous le savez, ceux qui travaillaient à l'ARP. Donc, suite à cette formation, en fait, nous avons créé à Riès l'association dont j'ai marqué le nom, l'association Les Jardins des Savoirs de Riès, où on fait une partie, donc compost partagé, jardin partagé, éducation à l'environnement, zéro déchet, donc voilà, tout ça. Et donc ça, c'est la partie information que je voulais vous donner. Et en fait, on a organisé aussi l'année dernière, en collaboration avec d'autres associations environnementales, le Verdon propre. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette action. On a réussi à mobiliser à peu près 80 personnes au pont du Galetas, à Moustier-Sainte-Marie. Donc, et cette année, donc là, c'est en primeur que je vous livre les informations, puisque nous sommes en phase d'élaboration de cette action, où on voudrait la généraliser à toutes les communes sur le pourtour du lac de Sainte-Croix. D'accord. Là, on est en train d'écrire un petit cahier, histoire de présenter l'ancienne action et qu'est-ce qu'on voudrait faire. Donc, le sens de ma question, c'est vous, en tant qu'ARBE, quelle aide pourriez-vous nous apporter, sachant que nous travaillons aussi en partenariat avec le Parc naturel régional du Verdon, donc notre relais local, certains élus qui ont déjà mis en place ce type d'action et des adhérents de nos associations. Donc voilà. Ma question était la suivante, vous, relais d'information, logistique, voilà, tout ça. Alors, je suis en binôme, là, en représentant de la RBE, donc ma binôme va… D'accord. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Audrey Michel, je suis la responsable de la direction de transition écologique des territoires. En fait, effectivement, sur votre opération Verdon propre, là, on peut vous aider à plusieurs choses. Donc, vous savez que nous, à l'interne, on a une personne qui travaille sur tout ce qui est zéro déchet plastique, qui est Claire Poulain, et qui est en lien avec toutes les collectivités, entreprises, établissements scolaires qui se sont engagés sur ce sujet-là. Donc, qui peut venir vous donner peut-être des contacts en lien avec votre projet. On travaille aussi en étroite collaboration avec Remède, qui est la plateforme qui je ne sais pas si vous connaissez, mais qui permet d'identifier toutes ces opérations-là sur le territoire régional, donc de communiquer en fait sur votre événement. Et par ailleurs, si vous avez des besoins en termes de moyens, je ne sais pas où vous en êtes dans le montage de votre projet, il faut savoir qu'actuellement, il y a un appel à projet Agence de l'eau sur le sujet de l'eau et de la mobilisation citoyenne, sur lequel il est possible que ce type de projet rentre. Alors, je ne suis pas l'agence de l'eau, c'est pas moi de dire si ça rentre ou pas, mais en tout cas, ça pourrait correspondre. Voilà les éléments que je peux vous donner, mais n'hésitez pas à rentrer en contact avec Claire Poulain chez nous. Et d'accord. Voilà. Ouais, puisque en fait, on a aussi un contact avec Monsieur Cornu, je crois. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est Angélique, puisqu'en fait, il y a une autre association environnementale qui est sur le projet, c'est Gaïa Dimension, qui est basée à Valençol, avec Angélique, qui est en contact avec, je crois, Fabien Cornu. Je sais plus ce qu'elle m'a dit comme prénom. Tout à fait, voilà. C'est Remède. Voilà. Donc oui, au niveau tout à fait. De Fort-Calquier, où elle me dit ça, je l'ai pas eu au téléphone, moi. Donc voilà, on en était là. On a juste lancé le concept la semaine dernière, la semaine d'avant. Là, je suis retournée voir en fait aussi le Crédit Agricole, puisque aussi on a un projet, je ne sais pas s'ils vont le valider et le pérenniser, de faire 3 spots de nettoyage nature d'ici les prochaines années avec, je crois, la partie vers Nice, une autre partie sur le littoral et également le Verdon. Donc, nous, on a déjà initié tout ceci depuis l'année dernière en partenariat avec eux, sachant qu'on ne voudrait pas de partenariat exclusif, puisque notre but, en fait, c'est de fédérer les gens et non les séparer par rapport à « dis-moi, moi, je finance et toi, tu ne finances pas ». Donc, voilà, l'esprit, c'est ça. Donc, voilà, on est encore à ce niveau-là. Eh ben, écoutez, je vous invite vraiment à contacter Mme Poulain, parce qu'elle pourra aussi vous indiquer peut-être d'autres partenaires que moi, je n'aurais pas en tête sur votre territoire, qui travaillent aussi sur le sujet
et du coup en faire une dynamique vraiment collective, quoi. Ok, ben, c'est bon. Je vous remercie. Merci. Anaëlle, votre micro est désactivé. Ah oui, merci. Je pars depuis une minute dans le vent. Pardon. J'étais en train de dire, aujourd'hui, on n'a pas que des associations, mais si vous portez des actions d'éducation à l'environnement et que vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'observatoire de l'EEDD ou rentrer dans la plateforme, je vais vous mettre dans le chat le mail de l'observatoire. Alors. Voilà, ben, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore des mains levées? Non, c'est bon. Bon, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et ces échanges là en fin de webinaire, c'était très intéressant. Cette présentation sera diffusée sur le site de la RBE, donc vous pourrez retrouver le diaporama des outils. Et puis, je vous remercie encore et à un prochain rendez-vous de la RBE, donc le mois prochain, sur l'éclairage public et biodiversité. Ah, on me dit qu'ils n'arrivent pas à s'inscrire sur le prochain webinaire. Eh ben, on va regarder s'il n'y a pas une erreur dans le lien. Merci pour l'info, on va le mettre à jour.